Bon, allez, on va démarrer. Il faut toujours un début. Attends, où est-ce que je suis? Je suis là. C'est parfait. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Tous les ans au printemps, il y a les étudiants du groupe ISAE qui ont l'opportunité de suivre pendant une semaine des enseignements d'une autre des écoles du groupe et on estime à 500 cette année le nombre de personnes qui en profitent. Et le thème cette semaine, c'est l'aviation et la transition énergétique. Il y a 3 objectifs principaux qui avaient été définis. L'idée, bien sûr, d'accroître l'offre de formation qui est offerte aux étudiants en leur donnant un petit peu la possibilité de pouvoir suivre des modules d'enseignement dispensés dans une autre école. L'idée, là, de se concentrer sur la problématique du défi énergétique que doit notamment relever le secteur aérospatial et puis favoriser les échanges entre les étudiants grâce en particulier leur immersion sur un nouveau campus. Ça, c'est la semaine de la mobilité. Et dans ce contexte, le groupe ISAE a proposé d'organiser un webinaire destiné à tous les étudiants du groupe sur cette thématique aviation et climat. Donc, c'est un webinaire qui a été organisé et coordonné par Isaïe Supmeka. C'est ici où nous nous trouvons, vous nous voyez dans cet amphi au siège un petit peu coloré rouge et retransmis dans les différents amphithéâtres. Donc, on reconnaît ici l'école de l'air et de l'espace, on reconnaît également Supaéro et devrait nous rejoindre l'ANSMA et l'ESTACA également. Et un webinaire qui est également retransmis en direct sur Twitch, également pour ceux qui sont à distance. Donc, aviation et climat, c'est la thématique de cette année et de cette semaine, et c'est aussi le titre du référentiel qui a été produit par Isaïe Supaéro. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va accueillir 2 co-auteurs, Nicolas Gourdin et Scott Delbecq, et puis ensuite, on va aborder la thématique des enjeux et des solutions qui sont envisagées par les industriels. Et donc là, on sera dans le cadre d'une table ronde qui sera animée notamment par les étudiants avec des représentants industriels du secteur. Donc on aura Jérôme Bonini pour Safran, Joël Navarron pour Total Energy et Philippe Mathieu pour Airbus. Un webinaire qui est donc destiné aux étudiants et aussi animé par les étudiants, c'est tout l'intérêt. Et donc depuis chaque amphi, vont pouvoir échanger directement avec les co-auteurs et avec les industriels. C'est le but de ce webinaire que nous vous proposons. Et puis, il y a aussi la possibilité de pouvoir récupérer les questions pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Et ça, c'est l'association Le Perroc qui va assurer la modération et va recueillir vos questions. Donc, on est bien dans l'idée d'un échange. Donc, c'est parti. Le dispositif, il est en place. Le programme également, il est prêt. Moi, j'aurai la tâche un petit peu d'être là au mauvais moment, c'est-à-dire de respecter le timing. On a un planning assez restreint et donc dans l'idée d'avoir une égalité des temps de parole qui est un peu l'actualité du moment entre les différents amphis, voilà, je serai là pour essayer de faire en sorte que le timing soit respecté. L'idée, c'est un échange direct avec les étudiants, évidemment, c'est ça qui est intéressant dans cette table ronde. Donc, pour les personnes qui vont poser des questions, identifiez dès le départ à qui vous la posez. Et pour les personnes qui répondent, les auteurs ou les industriels, au maximum, évidemment, si possible, d'avoir des réponses assez courtes. Comme ça, on pourra avoir un échange jusqu'à 19h. Je passe la parole. Nicolas Gourdin, Scott Delbecq, vous êtes co-auteur du référentiel aviation et climat. Vous prenez la parole et vous nous partagez également votre écran si vous le souhaitez. Merci à vous. Super. Merci beaucoup. Oula, il y a un petit écho. Est-ce que ça va côté son? C'est un bon. Ça a l'air bon. Est-ce que vous voyez oui, je ne sais pas si au niveau des autres amphis, ça... Non, je pense. Ouais. Et est-ce que vous voyez la présentation? Oui. C'est bon? Ok. C'est bon. La présentation, c'est vous écoute. Eh ben, on y va. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de cette soirée débat. Donc moi, je m'appelle Nicolas Gourdin, je suis enseignant-chercheur à l'ISAE Supaéro, département d'aérodynamique, énergétique et propulsion. Et donc avec Scott, qui présentera rapidement peut-être. Oui. Donc j'accompagne Nicolas, je suis Scott Delbecq, ingénieur-chercheur au département de conception et conduite des véhicules aérospatiaux, aussi à l'ISAE Supaéro, et co-auteur du référentiel. Oh tu fais un peu plus que m'accompagner même parce que voilà, du coup on va essayer de vous présenter en une vingtaine de minutes quelques-unes des connaissances qui se trouvent dans ce document qui s'appelle le référentiel aviation climat. Alors comme on adore l'aviation ici à l'ISAE Supaéro mais qu'on aime aussi beaucoup le climat, on n'a pas réussi à choisir entre les deux, raison pour laquelle ce référentiel porte sur ces 2 sujets. En fait, ce que vous allez trouver dans ce référentiel aviation climat, c'est tout ce qui touche en fait aux enjeux entre l'aviation, c'est-à-dire
comment l'aviation contribue en fait au changement climatique, en particulier au réchauffement climatique, et quels sont les différents modes de contribution. On va voir que très souvent, la question du kérosène paraît assez évidente, mais il y a d'autres modes de forçage radiatif que la seule combustion du kérosène. On ne va pas trop le détailler aujourd'hui, mais il y a aussi un autre aspect qui est un petit peu moins connu dans ce référentiel, qui traite de la rétroaction du changement climatique sur l'aviation. Dit autrement, dans un monde qui se réchauffe et qui va être plus propice en fait à ce qu'on appelle des événements météorologiques extrêmes, on sait que ça va gêner notre capacité à voler. Un exemple un peu tarte à la crème, mais enfin qui permet quand même de bien fixer les idées, c'est qu'un air qui est plus chaud est moins dense, et donc on décolle moins bien et la poussée des moteurs est réduite. Et voilà, donc ça, c'est des choses que vous allez trouver également dans le référentiel. On va également aborder un petit peu la dimension énergétique, notamment au travers des différents carburants qui pourraient venir en substitution du kérosène. Voilà, ça fait partie des choses qui sont détaillées, et d'ailleurs, Scott en dira un mot tout à l'heure. Donc c'est un document qui se veut scientifique, qui a suivi un processus scientifique, c'est-à-dire qu'en fait, il se base essentiellement sur les données disponibles dans les revues à comité de lecture. En ce sens, il représente un état de l'art, et il a été relu en interne, mais aussi en externe, par un certain nombre de reviewers. On ne les a pas nommés ici, mais ils sont tous listés dans le référentiel, que je vous invite bien sûr à aller lire. Alors, juste pour rappeler l'enjeu quand même, c'est le respect des accords de Paris. Alors, je ne vais pas revenir sur le pourquoi il faut respecter les accords de Paris, mais disons que globalement, on a quand même une incitation collective très forte à respecter ces accords. Et ces accords, je rappelle que la cible, c'est 1,5 degré de réchauffement global. En tous les cas, de tout faire pour rester le plus proche possible de 1,5 degré et de surtout pas aller au-delà de 2 degrés. On pourra discuter un petit peu de ce qui pourrait se passer si on va au-delà de 2 degrés, mais c'est en gros une limite à ne surtout pas franchir. Si on se donne ça comme objectif, de respecter ces accords, ça veut dire qu'entre aujourd'hui, à peu près aujourd'hui, et 2050, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier, de 90%. Donc là, il n'est pas du tout question de faire des aménagements à la marge. D'ailleurs, on va le voir, pour l'aérien, c'est quand même quelque chose de très impactant. Ça veut dire en gros une réduction de nos émissions, qu'on espère souhaiter et pas subie, qui est absolument draconienne. Et donc ça, c'est vraiment pour rappeler cette notion d'urgence climatique. Au-delà, si on n'arrive pas à réduire suffisamment vite, très concrètement, on ne va pas respecter le budget carbone, on reviendra sur cette notion-là, et donc on ratera la cible à 1,5 ou à 2 degrés si on est encore plus mauvais que ce qu'on ne voudrait pas être. Alors juste pour revenir, ça c'est des choses peut-être un certain nombre d'entre vous les ont déjà en tête. Globalement, l'impact climatique de l'aviation, on va pouvoir le distinguer deux principales contributions. La première, c'est les effets CO2, c'est-à-dire en gros, on a du kérosène qu'on brûle dans les moteurs. Lorsqu'on brûle 1 kg de kérosène, on émet à peu près 3 kg de CO2. Ça, c'est un effet qui est bien connu et qui est très facile à évaluer. Ensuite, le périmètre qu'on va prendre, est-ce qu'on intègre la production du kérosène qui compte effectivement pour 20% de cette part-là? Est-ce qu'on intègre aussi tout le cycle de vie de l'aviation, c'est-à-dire la production des aéroports, le fonctionnement des aéroports, la fabrication de l'avion, etc. Voilà, ça, c'est des questions qui peuvent être ouvertes, c'est des questions de périmètre, on va en parler un petit peu. Mais globalement, ce qui compte le plus dans ces émissions de CO2, c'est la combustion du kérosène et la production du kérosène qui est brûlé dans les moteurs. Donc ça, c'est une part de la contribution. Et la deuxième part de la contribution, qui est au moins aussi importante que la première, si ce n'est plus, c'est ce qu'on appelle les effets non CO2. Ces effets non CO2, on vous les a listés là. Il y a tous les nuages artificiels qui sont induits par les traînées de condensation, les effets directs et indirects des NOx, la vapeur d'eau qui est émise au niveau de la tropopause, et puis les interactions entre le rayonnement solaire, par exemple, et les aérosols. Alors ce dernier effet est plutôt refroidissant. Il y en a un autre qui est encore en débat, c'est les interactions entre les nuages et les aérosols. Là, il n'y a pas vraiment de consensus dans la littérature. Mais si on intègre tous ces effets, non CO2, le dominant semblant être manifestement de ce qu'on a pu lire dans la littérature, les nuages artificiels qui sont induits par les traînées de condensation, tous ces effets non CO2 sont entre 1 et 3 fois supérieurs aux seuls effets du CO2. La valeur médiane est à 2 fois. Alors là, il y a quand même pas mal de publications récentes qui sont sorties pour montrer que, heureusement, il semblerait que ce soit plutôt dans la fourchette basse. Mais à minima, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces effets non CO2 sont au moins du même ordre de grandeur que les effets CO2. C'est-à-dire que si jamais demain vous avez un avion
globalement qui est très faiblement carboné, admettons que d'un coup de baguette magique, on divise par 10 ou 100 les émissions de carbone de l'aviation, et bien en fait, vous n'avez réglé qu'une partie du problème, puisque les traits de condensation ne sont pas directement liés en fait aux émissions de carbone. Il y a des liens, mais ce n'est pas direct. Donc ça, c'est vraiment pour bien fixer le débat. Et donc, en gros, il va y avoir deux grands types de leviers, suivant qu'on parle des effets non CO2 ou des effets CO2. Si on regarde les effets non CO2, en gros, vous avez des stratégies qui semblent prometteuses parce qu'en fait, il semblerait que ce soit une minorité des vols, de l'ordre de quelques pourcents, qui émet l'essentiel de ces traînées de condensation et donc de ces nuages artificiels. Et donc, si on était capable, ça reste une vue de l'esprit, mais si on était capable d'améliorer les trajectoires, donc d'éviter notamment les zones qui sont sursaturées en cristaux de glace. Et donc, ça se fait au prix d'une pénalité sur le CO2, puisque du coup, vous allez dévier de la trajectoire optimale. Mais on serait quand même, si on était capable d'éviter ces effets non CO2 et ces traits de condensation, en améliorant donc la trajectoire de vol, on pense qu'on pourrait gagner quasiment un facteur 2 sur la contribution de l'aviation au forçage radiatif, donc au réchauffement climatique. Ceci dit, il y a encore besoin de beaucoup d'études parce que il n'y a pas un consensus parfait là-dessus, enfin sur la meilleure trajectoire à suivre. Donc ça, c'est lié donc aux trajectoires de vol. Le deuxième levier, toujours sur ces effets non CO2, c'est de remplacer le kérosène par autre chose. Et notamment, si on était capable d'incorporer 50% de biocarburant, on pense qu'on pourrait gagner 10 à 25% sur le forçage radiatif. C'est-à-dire qu'en gros, vous enlevez à peu près un quart de la contribution de l'aviation au changement climatique en passant du kérosène au biocarburant. Et ça, parce que les biocarburants, en fait, ont moins de précurseurs de ces traînées de condensation, et donc on va limiter le risque de formation de ces traînées. Donc ça, c'est pour les effets non CO2. Pour les effets CO2 dont on parle beaucoup, alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Ce qu'on vous propose ici, c'est une décomposition de Kaya. C'est un modèle qui permet d'expliquer un petit peu les choses, qui n'a pas de valeur prédictive. Faut pas extrapoler les courbes que vous voyez là. Mais en gros, si on décompose le terme émissions de CO2 sous forme de 3 termes, le premier, c'est les émissions de CO2 par unité d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité carbone. Globalement, pour sortir 1 mégajoule de travail, de combien d'émissions de CO2 j'ai besoin pour faire ça. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui est la quantité d'énergie par kilomètre passager. Donc en gros, de quelle quantité d'énergie j'ai besoin pour faire un kilomètre passager. Donc ça, c'est relié directement à l'efficacité de l'avion. On va voir que ce terme a plutôt évolué dans le bon sens. Et le dernier terme, c'est le trafic. Alors nous, le trafic, c'est un levier qui est politique, le nombre de kilomètres passagers. Donc on va plutôt le prendre comme une variable d'ajustement. On ne va pas trop le discuter, celui-là. On va plutôt discuter les deux premiers. Alors le premier terme, l'intensité carbone, son sort est réglé extrêmement rapidement, puisque celui-là, globalement, il n'a pas bougé. Depuis qu'on fait des avions, ils volent avec du kérosène, depuis en tout cas la Deuxième Guerre mondiale, même avant. Donc il y a probablement des choses à faire sur celui-là, donc remplacer le kérosène par autre chose. Le deuxième terme, donc l'intensité énergétique, donc, qui est relié à l'efficacité des avions, celui-là, il y a eu quand même un super job qui a été fait par la communauté, puisqu'au cours des 50 dernières années, on a diminué d'à peu près 80% l'énergie nécessaire par kilomètre passager. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire un kilomètre passager aujourd'hui, avec un avion qui sort des chaînes de production actuellement, il faut 80% d'énergie en moins qu'il y a 50 ans. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que le trafic, lui, dans le même temps, a cru de près de 1200%. Et que donc, ça a surcompensé les gains d'efficacité énergétique, et qu'au final, les émissions de CO2 liées à l'aviation, elles ont cru de 176%. Et donc, en gros, les émissions liées à l'aviation ont cru même plus vite que la moyenne des autres secteurs. Alors, je ne vais pas trop détailler ça. En gros, ici, c'est pour répartir entre la part qui revient à l'amélioration du vecteur avion, la part qui revient aussi à l'amélioration des opérations, parce que si on augmente le taux de remplissage, du coup, mécaniquement, vous mettez plus de personnes dans un avion, et donc, vous répartissez les émissions sur plus de personnes, donc vous améliorez aussi quelque part l'efficacité. Mais ça, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on était chercher ce qui était disponible dans la littérature pour évaluer les solutions technologiques possibles qui permettraient encore de gagner en termes d'efficacité, ou justement les alternatives au kérosène. Donc on les a listés en deux grandes familles, tout ce qui est lié en fait à l'amélioration d'efficacité. Donc typiquement des nouvelles motorisations, on parle par exemple du moteur RISE qui pourrait être un moteur qui permettrait à peu près les mêmes gains que le LEAP a permis en remplacement du CFM. Donc on peut, un ordre de grandeur, c'est peut-être des gains de l'ordre de 20%, 20-25%. On peut encore améliorer l'aérodynamique, on parle des voilures laminaires, améliorer la structure, etc., les systèmes.
On peut aussi aller regarder des choses qui sont un petit peu plus prospectives, comme des nouvelles architectures, type architecture hybride, donc aile volante, qui permettent notamment une meilleure intégration motrice. Globalement, on a un certain nombre d'éléments qui nous laissent penser que les gains possibles entre maintenant et 2050 sont de l'ordre de 30-35%, voire 40%. Néanmoins, la vitesse de pénétration de ces gains dépend de la vitesse à laquelle on va être capable de les implémenter sur avion et donc de produire l'avion qui va venir en remplacement des avions actuels. Donc c'est la capacité de nos industriels à faire pénétrer ces technologies sur le marché qui fixe la vitesse en fait, à laquelle on va pouvoir décarboner grâce à ça. L'autre approche, qui semble extrêmement prometteuse, c'est évidemment de remplacer le kérosène par autre chose. Alors là, on a tout regardé, indépendamment presque même de la faisabilité technique. C'est-à-dire, si on met des batteries, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La réponse est clairement, un avion électrique, aujourd'hui, il va émettre plus de CO2 que si on brûle du kérosène. Et la raison principale, c'est que l'électricité dans le monde, elle est produite en grande partie avec du charbon. Donc, c'est un préalable de décarboner le mix électrique avant de pouvoir utiliser ce genre d'approche. Ensuite, on a regardé évidemment l'hydrogène. Pareil, la façon de fabriquer l'hydrogène fixe finalement les gains CO2. Et puis tout ce qui concerne les biocarburants, il y a deux grandes familles, les biocarburants qui peuvent être faits à partir de biomasse par exemple, et les électrocarburants. Et ça, je pense que Total aura un avis sur le sujet, justement parce qu'on écoutait M. Pouyanné il n'y a pas très longtemps à ce sujet-là. Et voilà, en tout cas, sur le papier, ces approches ont un pouvoir décarbonant réel. Et l'avantage, c'est que vous gardez la flotte actuelle et vous remplacez le kérosène par ces alternatives, ces électrocarburants ou ces biocarburants. Et là, vous pouvez décarboner très rapidement. Donc, sur la base de tout ça, je vais passer la parole à Scott qui va vous présenter en fait quelques scénarios possibles pour l'avenir du transport aérien. Scott, si tu veux bien. Donc là, on entame une partie qui est un peu plus originale et qui n'a pas constitué un gros état de l'art puisqu'il y a peu de littérature scientifique dessus. Donc c'est la partie scénario. Donc tout d'abord, on introduit la notion de budget carbone et de budget carbone pour le secteur aérien. Donc qu'est-ce que le budget carbone? C'est une quantité nette d'émissions de CO2 que doit respecter les activités humaines pour rester en dessous d'une certaine température. Donc, par exemple, pour un objectif de ne pas dépasser les 1,5 degrés, ça nous donne un budget carbone de 395 gigatonnes de CO2 que l'on doit respecter. Et sur un objectif de température moins ambitieux comme 2 degrés, là, on a plus de marge de manœuvre et du coup, un budget carbone plus élevé de l'ordre de 1315 gigatonnes de CO2. Alors, il faut mettre ces chiffres en perspective. En 2019, les activités humaines ont généré environ 42 gigatonnes de CO2, qui fait que si on le met par rapport à un budget carbone de 1,5 degré, on atteindrait ce budget carbone au bout de 10 ans. Et aussi pour donner un ordre de grandeur de ce que en quoi consiste par exemple un budget carbone de 1,5 degré, ça veut dire que toutes les activités humaines doivent diminuer leurs émissions de CO2 de moins 10% par an. Alors maintenant, on parle de budget carbone alloué à l'aviation. Donc, en fait, ça consiste à allouer une part du budget carbone mondial à l'aviation. Ça relève du choix politique et c'est pourquoi, en fait, on fait une analyse de sensibilité sur ce paramètre-là. Par contre, pour faire une analyse de sensibilité, il est important d'avoir une valeur de référence et nous, on a pris la valeur de 2,6% qui correspond en fait à la part de l'aviation dans les émissions mondiales de CO2 en 2019. Et si, par exemple, on fixe cette part de référence à 2,6, ça veut dire que l'aviation va se décarboner au même rythme que tous les autres secteurs, c'est-à-dire moins 10% par an, si on prend un budget carbone qui respecte les 1,5 degrés d'élévation de température. Pour la méthodologie qu'on va vous présenter dans cette partie scénario, on s'est focalisé sur les effets CO2. Alors pour cela, on a utilisé un outil qui s'appelle CAST, qu'on a développé à l'ISAE Supaéro, qui permet en fait de simuler des trajectoires de transition du secteur aérien en termes d'émissions et d'évaluer ces trajectoires en termes de durabilité. Donc ça consiste en fait en deux étapes. On va d'abord fixer des hypothèses technologiques sur le niveau, par exemple, d'amélioration technologique, sur la décarbonation, etc. Et ensuite, on va essayer d'ajuster les deux derniers degrés de liberté qu'on a, c'est la part qu'on alloue à l'aviation sur le budget carbone mondial et le niveau de trafic.
Donc, par exemple, les hypothèses technologiques qu'on a pu faire, on a fait 3 différents scénarios, du scénario A au scénario C, donc du moins ambitieux au plus ambitieux. Donc, par exemple, le scénario A consiste à faire ce qu'on a fait habituellement en termes d'amélioration technologique, ne pas avoir recours à du carburant bas carbone, ce qui nous amène à des facteurs d'émission de l'ordre de 90 grammes de CO2 par passager kilomètre en 2050. Le deuxième scénario, un peu plus ambitieux sur les opérations et qui introduit une décarbonation partielle de la flotte en 2050, nous permet d'atteindre des facteurs d'émission autour des 50 grammes de CO2 par passager kilomètre en 2050. Et enfin, le plus ambitieux, le scénario C, qui, lui, mise sur des ruptures techno et une décarbonation totale de la flotte en 2050, nous permet d'atteindre des facteurs d'émission autour de 20 grammes de CO2 par passager kilomètre. Vous avez le détail ensuite des hypothèses techno qui nous amènent à ces facteurs d'émission. Mais il faut garder en tête que, par exemple, la moyenne de la flotte mondiale en termes de facteurs d'émission en 2019, on était plutôt autour des 130 grammes de CO2 par passager kilomètre en 2019. Et en ce qui concerne les dernières générations d'aéronefs type Airbus A320 Neo ou Airbus A350, dans la façon dont ils sont utilisés, ils sont plutôt en dessous des 100 grammes de CO2 par passager kilomètre. Ce qui est intéressant avec ces approches-là, c'est qu'on a pu retrouver et appliquer cette méthode pour retrouver des scénarios proposés par les associations des industriels, comme le rapport Waypoint 2050. Donc, une fois qu'on a fait les hypothèses technologiques, on peut réaliser l'analyse de sensibilité entre niveau de trafic et part du budget carbone alloué au secteur aérien. Donc, pour cela, on a proposé 2 types de graphes, donc à commencer par celui-ci, où, par exemple, on a en ordonnée ici l'évolution du trafic. Donc, en négatif, c'est de la décroissance du trafic, en positif, c'est la croissance du trafic. Et en abscisse, on a la part qu'on alloue du budget carbone au secteur aérien. Ce qui est des lignes de couleur, donc ça représente nos scénarios, le A, le B, le C. Les lignes pleines correspondent à un objectif d'élévation de température de 1,5 degré, et les lignes en pointillés, elles, représentent les objectifs de température d'élévation de 2 degrés. Enfin, on a les lignes en pointillés verticales qui, elles, est la part de référence, le 2,6 qu'on alloue au secteur aérien par défaut. Et aussi, on a la ligne horizontale en pointillés qui représente les 3% d'évolution de trafic qui sont plutôt le forecast de l'industrie ou plutôt les engagements les plus récents de l'industrie. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que peu importe le secteur, le scénario technologique choisi, on voit qu'il faudrait soit allouer plus de 5% du budget carbone à l'aérien, ou il faudrait décroître le trafic. En revanche, pour des objectifs de température moins élevés que le 1,5 degré, on voit que, par exemple, le trafic pourrait croître comme prévu, tout en restant à une vitesse non différenciée de décarbonation. L'autre graphe qu'on a utilisé, c'est celui-ci. Il nous apporte un degré de liberté de plus sur en fait, le budget carbone choisi. Donc, le budget carbone, il va dépendre évidemment du niveau de température, mais aussi des possibles stratégies pour la captation de carbone. Donc, comment on peut lire ce graphe ici? On fait les choix technologiques. Donc, par exemple, celui-là, il est sur le scénario TD. En fait, ça correspond au scénario B qu'on a précédemment montré. Et on choisit un budget carbone. Donc ici, par exemple, la ligne en pointillé, c'est un budget carbone 2 degrés sans faire l'hypothèse de captation de carbone. Et on voit ici, par exemple, que si on maintient une décarbonation non différenciée, on stagnerait le trafic. Ça, on le voit parce que le gradient de couleur représente en fait l'évolution du niveau de trafic. On peut faire la même chose sur, par exemple, le scénario plus ambitieux, le scénario C, et on voit que de la même manière, si on choisit le budget carbone 2 degrés P1 et qu'on alloue une part non différenciée à l'aviation,
là, le niveau de trafic pourrait être de 3%, comme espéré par le secteur. Alors, il y a quand même un horizon temporel qui se dégage, notamment lorsqu'on parle d'objectifs d'élévation de température de 1,5 degré. Ce qu'on montre, c'est que la technologie à elle seule ne va pas répondre à l'urgence climatique et que les configurations d'aéronefs dites bas carbone seront importantes pour la transition, mais auront vraiment un effet plutôt autour de 2050. Et ça, on a pu retrouver ce genre de conclusion dans la littérature qui montre que, avec les prévisions de croissance du secteur et une allocation non différenciée, le secteur aérien aura du mal à respecter les accords de Paris. Ensuite, on a ouvert aussi un autre aspect qui s'avère assez primordial, notamment quand on parle de décarbonation du carburant, c'est les potentielles incertitudes sur la disponibilité énergétique. Donc, le graphe de droite, en fait, il faut le prendre comme des ordres de grandeur pour illustrer la problématique. Donc, par exemple, aujourd'hui, on dispose de 600 hexajoules d'énergie dans le mix énergétique mondial. 14 hexajoules de ce total vont à l'aviation. Donc, on utilise directement, sous la forme de kérosène, ces 14 hexajoules. En revanche, à l'horizon 2050, dans la possibilité d'une croissance de trafic, même avec l'amélioration de l'efficacité, on pourrait par exemple doubler cette quantité nécessaire pour l'aviation. Donc, on arriverait à 30 hexajoules qui, en fait, dans le cas de la décarbonation de l'énergie, vont devoir faire face au fait qu'il y a des rendements dans la chaîne pour, par exemple, produire des électrocarburants ou de l'hydrogène, qui font qu'ici, on n'a non plus besoin du double de 14 hexajoules, mais de 50 hexajoules, qui sont à mettre en perspective des 600 hexajoules envisagés dans le mix énergétique mondial. Et c'est le mix énergétique mondial bas carbone, c'est-à-dire qu'on va essayer de transformer notre mix énergétique d'aujourd'hui, qui est plutôt fortement dominé par les énergies fossiles, en un mix électrique bas carbone du même ordre de grandeur. Du coup, on voit qu'en fait, la part de l'aviation dans l'énergie primaire mondiale en 2050 risque d'augmenter par rapport à aujourd'hui. Et on a fait justement cet exercice, par exemple, sur un rapport fait dans le cadre de l'UE qui s'appelle Hydrogen Power. On voit que, par exemple, sur un scénario qui mise sur une forte utilisation d'électrocarburants et de H2, qu'on pourrait avoir entre une consommation dans la part d'électricité bas carbone de l'aviation autour de 30%, en fonction des hypothèses de production d'énergie bas carbone. Et ensuite, il faut comparer ça avec le niveau de 2019. Il faut savoir que aujourd'hui, l'aviation, ça représente plutôt une utilisation de 3% du mix énergétique mondial et 8% du pétrole. Je vais laisser la parole à Nicolas qui va conclure. Ouais, voilà. Juste pour rappeler, en fait, finalement, les 5 grands messages que vous trouverez détaillés dans le référentiel, c'est que déjà, l'impact climatique de l'aviation, même si on ne considère que les effets CO2, ça dépend beaucoup du périmètre qui est retenu. Est-ce qu'on parle de l'aviation commerciale? Est-ce qu'on y inclut le militaire, les vols privés? Est-ce qu'on parle que de la combustion du kérosène ou aussi de la production du kérosène? Voilà, donc c'est pour ça que parfois on trouve des chiffres un petit peu différents. Donc les chiffres, effectivement, faut toujours les mettre en regard d'un certain périmètre et la manière dont ils ont été obtenus. Le deuxième point qui quand même est important, ça je pense qu'il faut vraiment qu'on l'ait tous en tête, c'est que il y a d'un côté les effets CO2 pour lequel, alors ça c'est plutôt le troisième message, il y a des opportunités technologiques mais qui semblent quand même limitées à court terme en tout cas, parce que il va falloir le temps que tout ça, ça rentre sur la techno, elle rentre sur le marché, que ce soit effectivement parce qu'il faut produire un nouvel avion ou même si on parle des biocarburants, va falloir le temps de les déployer aussi. Et pour l'instant, ils ont un coût qui est bien supérieur à celui du kérosène. Ça représente la moitié à peu près de la contribution au changement climatique. L'autre moitié, au moins l'autre moitié, c'est tous les effets non CO2 et pour lesquels là on dispose peut-être de leviers avec une influence potentiellement à court terme beaucoup plus importante, pourvu qu'on soit capable effectivement de bien comprendre comment il faut optimiser la trajectoire des avions. Ensuite, vous avez vu, plus le trafic va croître, évidemment, plus il va être difficile aussi, quelque part, de limiter sa contribution au changement climatique. Clairement, plus on a de trafic et plus vite il faudra décarboner. Donc, il y a aussi un enjeu de ce côté-là.
et notamment le lien avec les autres secteurs. Et puis, il demeure quand même effectivement la question de la disponibilité énergétique pour produire ces nouveaux vecteurs. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près consensus, c'est qu'on ne peut pas à la fois décarboner et faire décroître la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner nos machines. Donc, il y a vraiment un antagonisme entre la décarbonation et la diminution de l'énergie nécessaire pour faire le job. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi à vraiment bien avoir en tête. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là.